Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc effectivement une table ronde dédiée à la question de l'environnement et de la cybersécurité. Donc je me présente, Raphaël Guastavi, je travaille à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et avec moi cet après-midi, Adeline Chaille, Régis Dubrulle et Arnaud Jolivet, respectivement de Micropole, de l'ANSSI et de Nemshield. Merci à vous pour votre présence. Alors, un tout petit mot d'introduction sur la question du numérique et de l'environnement. Donc c'est un sujet qui évidemment vous passionne. C'est un sujet important. Aujourd'hui, les impacts environnementaux du numérique, ça fait quelques années maintenant qu'on en a vraiment conscience dans leur globalité, pas seulement sur la consommation directe d'énergie, mais dans une approche plus cycle de vie, multicritère, avec notamment des chiffres autour des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial aux alentours de 4% d'émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Donc c'est loin d'être neutre. C'est comparable aux émissions des transports aériens internationaux. C'est un sujet aussi de ressources naturelles non renouvelables. C'est des consommations notamment de métaux plus ou moins stratégiques, plus ou moins rares, mais également des millions de tonnes finalement de minerais qui sont nécessaires à être excavés pour aller chercher ces métaux. Donc une dimension économie circulaire importante à prendre en compte dans l'ensemble des activités et des services numériques, une prise en compte de l'ensemble du cycle de vie, de l'ensemble de cet écosystème sur lesquels on a effectivement beaucoup de travail à faire en matière d'éco-conception, mais aussi peut-être aussi de changement de comportement, de travail en tout cas à faire aussi bien au niveau particulier, personnel que professionnel, et sur l'ensemble de la chaîne du numérique. Donc c'est vrai que la question de comment allier numérique responsable et cybersécurité n'était pas forcément une question, n'est pas forcément une question très souvent traitée dans cet enchaînement. Et en réalité, en préparant cette table ronde, nous nous sommes bien rendus compte qu'il y avait potentiellement des liens forts. Peut-être dans un premier temps, voir avec vous, Adeline, au sein d'une entreprise du numérique, comment vous intégrez finalement cette question de l'environnement, aussi bien dans votre offre que auprès de vos collaborateurs, sur les différentes façons dont vous pouvez les animer. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, Micropole est une entreprise de services numériques que je représente pour le Grand Ouest. Et cette année, nous nous sommes attelés en effet à définir un plan d'action dans notre politique RSE, déjà pour démarrer, et qui elle est engagée depuis déjà quelques temps et quelques années, à intégrer les problématiques du numérique responsable en tant qu'acteur du numérique, c'est-à-dire de le décliner sous deux aspects. Déjà, de le traiter pour notre propre organisation. Donc, on va devoir répondre du coup à des questions à comment est-ce qu'on intègre la dimension du numérique responsable dans notre politique achat, par exemple, dans notre politique de formation, dans notre politique également, si on s'attache aux 3 P du développement durable, People, Planet, Profit, à avoir une politique RH qui intègre, même si c'était déjà le cas, l'inclusivité, la diversité des profils auxquels on fait appel pour délivrer nos services. Et donc ça va au-delà du simple numérique responsable au sens éco-conception et développement. Et ça doit également se décliner pour les services que l'on va pouvoir proposer à nos clients. Et là, la première tâche, c'est la sensibilisation et la formation des collaborateurs que l'on a dans nos équipes. Donc là, c'est quelque chose que l'on a démarré et qu'on va pouvoir vraiment déployer sur l'année 2022 et qui va se dérouler encore sur de nombreuses années très certainement, parce que c'est aussi un secteur qui évolue très vite. Au sein de Micropole, par exemple, on travaille sur 3 univers que sont le digital, la data et le cloud. Le digital est certainement
le développement digital, l'endroit où on a le plus de bonnes pratiques aujourd'hui qui sont édictées, des référentiels qui existent, que ce soit le référentiel d'éco-conception de Green IT, que ce soit les référentiels qui viennent de sortir avec l'INR, que ce soit le Design for Green qui existe également. Donc là, on voit qu'on a déjà quand même un certain nombre d'outils, même s'il existe peu de formations techniques, mais on a un certain nombre d'outils. Sur les chantiers de la data et du cloud, la page est beaucoup plus vierge, et donc on s'est attelé à ce sujet-là. Quand on ouvre le sujet de la mesure du numérique responsable, là, on a encore très peu de choses sur le marché qui existent, mais beaucoup de débats. On fait partie de Boavista qui s'intègre, qui ne traite que du sujet de la mesure pour contribuer et s'inspirer de ce que font nos collègues sur le sujet. Donc le sujet est extrêmement protéiforme. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc l'un des premiers pans pour pouvoir demain proposer et dès aujourd'hui proposer des services numériques responsables à nos clients, c'est évidemment la formation, la sensibilisation. Donc on déploie des fresques du numérique. Moi j'ai des premiers collaborateurs parce qu'on a été très pilote dans l'Ouest sur le sujet et qui ont passé des certifications d'état de l'art et d'éco-conception des services numériques et on va développer un parcours de formation qui va s'intégrer d'ailleurs au même titre que la sécurité dans les parcours obligatoires de formation des collaborateurs quand ils arrivent au sein de la société sous forme de badge. Et donc là on est en train de travailler à la définition de ce parcours pédagogique de sensibilisation et de formation technique aux bonnes pratiques d'éco-conception. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est vrai que cette problématique de formation, de sensibilisation, elle va effectivement faire écho avec d'autres problématiques du numérique, que ce soit l'accessibilité ou la cybersécurité. Alors, du coup, d'où la question, je sais pas, est-ce que vos clients se sont déjà posé cette question? Et on va voir très vite avec Régis de l'ANSSI comment ça peut être abordé. Alors, le lien entre vraiment cybersécurité et numérique responsable n'est pas une question qui m'a été jusqu'à ce jour posée par les clients avec lesquels j'ai eu l'occasion d'interagir. Pour autant, dans les préoccupations majeures qu'on voit dans le Gartner, qui sont publiées tous les ans liées à notre domaine qui est l'IT, c'en sont les deux principales. Donc forcément, il va y avoir des convergences, mais aujourd'hui, elles ne sont peut-être pas encore faites. Voilà, mais en discutant tout à l'heure, on a vu de nombreux sujets sur lesquels, il y en amont, on pouvait parler sur ces points-là. Merci beaucoup, Aline. Du coup, je vous pose la question, Régis. Peut-être en 2 mots présenter l'ANSSI et effectivement, quelles sont vos réflexions par rapport à ce sujet? En quoi la cybersécurité peut finalement avoir un effet positif sur les impacts environnementaux du numérique? Merci Raphaël. Alors en quelques mots, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc on est en fait une autorité nationale rattachée au service des premiers ministres et notre mission, on a 3 missions d'ailleurs, c'est de protéger les systèmes d'information de nos bénéficiaires que sont les administrations, les collectivités territoriales et tout ce qui est organismes d'importance vitale et organismes de services essentiels. Donc on va les protéger comment ? Déjà en intervenant lorsque ceux-ci sont attaqués, donc on joue le rôle de cyberpompier. Après, on va par exemple qualifier des prestataires de cybersécurité pour aider nos bénéficiaires à monter dans la maturité cyber. Et puis, on fait beaucoup d'informations, de sensibilisation. Et c'est vrai que notre credo, c'est bien de défendre contre des cybermenaces. Donc, ce qu'on peut, si on veut faire un lien, moi, le premier lien que je vois avec tout ce qui est numérique responsable, c'est que déjà, les attaquants ne sont pas green du tout. C'est-à-dire que leur activité, quand même, est très nocive pour différentes raisons, mais d'un point de vue responsabilité et numérique responsable, c'est une vraie catastrophe. Alors, je vois 3 sujets. Le premier sujet, par exemple, c'est, vous le connaissez tous, c'est les spams. Alors j'ai lu une statistique, le nombre d'emails envoyés par jour est environ de 300 milliards, et le nombre de spams, c'est entre 50 à 95% de ces spams. De ces courriels. Et donc, c'est une consommation énorme d'énergie. Fort heureusement, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, une grosse partie est arrêtée, mais il n'empêche que cette activité de cybercriminalité, elle génère quand même pas mal de consommation électrique. Autre point négatif, on va dire, c'est qu'il y a un certain nombre de hackers
qui utilisent les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. Alors soit pour s'enrichir directement, hein, puisque le principe du Bitcoin, c'est des échanges qui sont confirmés par des machines, ça consomme de l'énergie, donc, et là il y a un petit peu une course à celui qui aura le plus de puissance pour récupérer cette rémunération, hein, puisque tout échange confirmé dans le Bitcoin est rémunéré. Et puis, les hackers, en fait, non seulement ils minent, entre guillemets, ils essayent d'aller sur le Bitcoin, mais lorsque, par exemple, les hackers font des campagnes de rançongiciel, donc vous savez, ces virus qui attaquent les systèmes d'information des entreprises en chiffrant l'ensemble des données, et ils demandent une rançon, et ces rançons, elles sont demandées en Bitcoin. Donc en plus, ils alimentent le système. Et troisième axe qui est inquiétant, c'est que vous avez aujourd'hui des attaques qui sont ciblées ou des attaques liées à la criminalité, cybercriminalité, qui impactent des systèmes industriels et qui peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. J'ai 3 exemples à vous citer. En 2017, vous avez une usine pétrochimique en Arabie Saoudite qui a fait l'objet d'une attaque. Heureusement, il y avait des systèmes de contrôle qui étaient complètement déconnectés, qui ont vu qu'il se passait quelque chose d'anormal et qui ont complètement arrêté le site industriel, ce qui a évité l'explosion de l'usine. Vous avez une deuxième attaque cette année, en février 2020, où un hacker est rentré sur le système d'information d'une usine de production d'eau potable. Ça s'est passé aux États-Unis. Il a commencé à jouer avec les différents dosages. Bon, clairement, son objectif, c'était d'empoisonner l'eau. Heureusement, là aussi, il y a eu un contrôle humain qui s'est effectué et donc il s'est aperçu qu'il se passait quelque chose. Alors, c'est loin, mais on a aussi des exemples en France. Et vous avez cet été la station d'épuration de la ville de Laurent-Sainte-Marie qui a fait l'objet d'un rançongiciel sur un PC qui gérait le traitement des eaux usées. Donc heureusement, là aussi, il n'y a pas eu de conséquences graves. C'était pas ciblé, c'était de la cybercriminalité, mais on aurait pu imaginer le pire. Alors, merci beaucoup. Là, c'est effectivement très clair. Ça a le mérite d'être très concret, de voir qu'effectivement, la cybersécurité a un rôle, ne serait-ce qu'en protégeant notre ordinateur des virus qui viennent augmenter la consommation de nos postes sans même qu'on s'en rende compte. De façon plus concrète, peut-être encore, la société Nameshield apporte aussi son expertise pour limiter les attaques, notamment nom de domaine, et sans doute justement des surconsommations liées à ces attaques. Arnaud Jolivet, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur la société et sur la façon dont vous allez avoir cette action préventive. Bonjour à tous, merci Raphaël. Nameshield s'est créé en 1994, donc c'est un bureau d'enregistrement de noms de domaine, un registrar. Les noms de domaine sont une activité assez essentielle sur Internet. C'est grâce à ça que vous visualisez le site sur lequel vous pouvez vous connecter et sur lequel vous avez confiance. Derrière, c'est rajouté depuis la cryptographie avec le certificat SSL. Mais sans cette visualisation, vous n'avez pas confiance dans la personne qui vous écrit, vous n'avez pas confiance sur le site sur lequel vous êtes en train de faire vos achats. Et les machines, de la même manière, elles ont besoin d'une brique essentielle qui s'appelle le DNS derrière. Et le DNS, c'est ce qui met en relation le nom de domaine et un ordinateur. Donc les machines entre elles fonctionnent au travers du DNS. C'est un des protocoles qui est essentiel sur Internet. Au même titre que le BGP, si vous avez entendu parler il n'y a pas très longtemps d'un incident Facebook. Donc le DNS, il a besoin d'avoir une forte résilience. On a des serveurs racines qui gèrent ça très bien et qui sont de manière Anycast et qui sont présents sur plusieurs centaines de points dans le monde, et c'est ce qui leur permet d'avoir une grande résilience. Puis depuis très longtemps, il y a beaucoup d'attaques. Ces dernières années, on assiste vraiment à une explosion, plusieurs centaines de pourcents, notamment depuis le départ du confinement du Covid, un petit peu avant même. Et autour de ça, le DNS est une des briques essentielles qui permet de sécuriser notamment vos emails via l'usurpation qui pourrait se faire. Il y a des différents types de protocoles, et là, ça devient un petit peu peut-être très technique pour en parler maintenant. Mais il faut savoir que
c'est très facile. Beaucoup de gens font confiance dans ce qu'ils reçoivent et il y a énormément d'attaques à ce niveau-là. On a créé un CERT pour répondre à l'ampleur de la menace, puisqu'on a de plus en plus maintenant besoin de collaborer avec les autres activités. L'ANSSI fait ça très bien, de coordonner justement les différentes actions au sein de l'État, et c'est quelque chose d'indispensable, puisque les entreprises entre elles, au-delà du business, quand elles ont une attaque, elles ne sont pas contentes que leur concurrent a une attaque et tombe. Ce n'est pas le principe. Donc il y a vraiment un besoin important de sécuriser l'Internet, on va dire, de manière générale. Et autour de ça, on essaye de protéger au mieux nos clients en faisant en sorte de limiter l'usurpation, notamment du DNS, du mail et des noms de domaine. Et comme a bien dit Monsieur Dubrul, les hackers, ils n'ont aucune conscience écologique et on s'en rend bien compte. Les DDoS, c'est un volume extrêmement important. Les spams, j'avais pas la volumétrie en tête, mais c'est quelque chose qui pollue nos boîtes mail. Mais vraiment, c'est un fléau à arrêter. Et aujourd'hui, on passe au-delà de ça beaucoup de temps dans nos boîtes mail à les supprimer. Merci beaucoup. Tous ces éléments font plutôt penser, alors qu'on est dans un souhait de sobriété numérique et d'éco-conception, que finalement il faut qu'on en rajoute. Et est-ce que tout ça ne vient pas alourdir et quelque part aussi engendrer des phénomènes d'obsolescence logicielle ou matérielle, de devoir finalement mettre tous ces éléments supplémentaires dans les codes, dans les programmes? Régis, alors, moi, je vais commencer. Alors effectivement, l'histoire de la cybersécurité, c'est toujours la bataille entre le glaive et le bouclier, sachant que le glaive a toujours une longueur d'avance. Donc la réponse, c'est on n'a qu'à l'informatique a qu'à mettre des outils, qu'à rajouter des couches d'antivirus, de cybersécurité. Alors c'est vrai que ça... Bon, d'un point de vue défense, cybersécurité, c'est intéressant, mais ça rajoute des couches, des surcouches. Il y a peut-être d'autres sujets à mettre en avant. D'abord, déjà, toute la partie sensibilisation, parce qu'une grande partie des attaques passe par les utilisateurs. Le phishing, quand une personne tombe dans le piège, ça peut arriver à tout le monde, mais s'il a été sensibilisé, normalement, il ne tombera pas dans le panneau. Donc, et puis, une chose importante aussi dans la sécurisation des systèmes d'information, il vaut mieux le faire en amont des projets plutôt qu'à posteriori. En amont des projets, ça permet d'intégrer en fait les autres systèmes de sécurisation qui existent et donc d'être beaucoup plus performants, beaucoup plus économes dans les outils, savoir quels sont les beaux outils et d'avoir une vision globale plutôt que de se dire à la fin du projet mince, il faut le sécuriser et la réponse ça va être un outil en plus, une couche en plus. Peut-être Adeline ? C'est notamment l'un des liens que l'on peut faire entre les deux, c'est qu'entre la prise en compte de la sécurité ou du privacy by design dès la conception du service numérique, on est exactement dans le même cas avec la sobriété ou l'éco-conception logicielle. Si elle est prise en amont des sujets, elle est beaucoup plus simple à réaliser que si elle vient après, complètement en aval des services, où du coup on va devoir refaire tout un certain nombre de sujets. Et donc là, on a un vrai lien, comme on l'a aussi sur tout l'aspect GDPR, mais dont Anna Rabot discutait dans les conférences précédentes. Et tout ça contribue à la création d'un numérique qu'on va pouvoir dire de confiance, en tout cas c'est le terme qui me vient, parce que la collecte des données grâce au règlement européen de la RGPD du coup doit avoir une finalité, doit avoir un sens pour l'entreprise, donc limite dans le temps, et donc c'est moins de données qui sont stockées in fine, mais c'est aussi une protection pour les usagers ou les utilisateurs de services numériques. Donc ces deux pans sur la prise en amont et la création d'une sphère de confiance sont très liés pour moi entre la sécurité et le numérique responsable. Est-ce qu'au niveau peut-être des services, par exemple, que vous proposez au niveau de Nameshield, vous avez déjà vu des problématiques liées à votre
solution versus le site ou le fonctionnement d'une entreprise? Alors, comme le disait Adeline sur la conception, aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. On veut toujours mettre une solution vite en place. Et souvent, suite à une attaque, on peut patcher assez vite. On peut mettre des filtres qui sont très restrictifs ou alors vouloir surprotéger quelque chose à l'opposé pour essayer de résoudre une bonne fois pour toutes le problème. Mais à force de rajouter des couches sans avoir une visibilité du risque, donc il est important d'arriver à faire une bonne analyse de risque, d'arriver à couvrir le risque, et même souvent, quand on arrive à faire un post-mortem sur un incident, on voit bien qu'un incident, ce n'est qu'une porte d'entrée. On voit très bien qu'il y en a d'autres à côté, et d'essayer de prendre de la hauteur et d'avoir une vision globale permet de ne pas rajouter toujours des tonnes de logiciels. Peut-être que de la sensibilité, ça suffit. Quelquefois, il faut s'assurer de mieux sensibiliser les gens, et ça peut être suffisant. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à ça? Je dirais quand même que pour en revenir aux impacts que peut avoir quand même la cybersécurité sur l'environnement, le fait d'avoir pris en compte dès le début cet aspect cybersécurité, ça peut quand même aider à éviter quelques drames. Et c'est vrai que, et notamment sur tout ce qui est industriel, il ne faut pas attendre d'être dans le mal ou d'avoir une attaque avant d'investir. Autrement, on disait une société prospère, elle va pouvoir investir dans la cybersécurité. Non, maintenant c'est l'inverse. C'est parce qu'elle investit dans la cybersécurité et qu'elle protège ses actifs, qu'elle protège son environnement, qu'elle va devenir prospère. Une des phrases que j'ai entendues depuis que je fais de l'informatique, c'est la sécurité coûte cher, ne pas en faire coûte plus cher. Donc on est vraiment dans le préventif, comme finalement dans beaucoup de secteurs, où effectivement quelques investissements peuvent se révéler de vrais investissements et pas juste des centres de coûts supplémentaires. On a de plus en plus aussi dans les différentes lois, il y a une loi sur le numérique qui vient d'être promulguée il y a une dizaine de jours, une dimension autour de à la fois chercher à allonger la durée de vie du matériel, tout en cherchant quand même à permettre de limiter l'obsolescence logicielle. Est-ce que vous y voyez là aussi quelque chose qui va permettre le développement de services mieux conçus pour justement avoir du matériel des logiciels qui continuent à bien fonctionner sur des matériels anciens et du coup qui impliquent d'être très vigilant sur des mises à jour notamment de sécurité qui fonctionnent sur des anciens matériels? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez au quotidien comme étant une opportunité ou une difficulté? C'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. C'est bien une vraie problématique. Il y a un nombre incalculable de vulnérabilités par jour qui sortent. Alors, il y a un organisme qui recense toutes les vulnérabilités sur les différents matériels et logiciels. Et je crois que pour l'instant, on en est depuis le début de l'année à plus de 40 000. Donc ça veut dire que les entreprises et les particuliers, et tout le monde, tout citoyen, doit être capable de mettre à jour en permanence ces systèmes. Et des systèmes en plus qui, d'une manière générale, vous avez des éditeurs qui vous poussent à la consommation en disant, voilà, si au bout d'un certain temps, si votre produit n'est plus couvert, donc vous n'avez plus de patch de sécurité, et donc vous êtes obligé d'investir dans du nouveau matériel. Donc vous avez d'un côté les éditeurs qui jouent pas le jeu et de l'autre côté, le nombre de vulnérabilités qui croît tous les jours et donc une nécessité de patcher. Donc c'est une vraie difficulté. J'espère que effectivement les lois qui vont être appliquées vont permettre de réguler. Alors, on aura toujours autant de patchs de sécurité, mais peut-être que ça obligera aussi les éditeurs d'un autre côté à fournir des patchs qui peuvent s'adapter sur des systèmes plus anciens, quoi. Excusez-moi. De la même façon, c'est vrai, ça a été très bien expliqué, entre les éditeurs qui poussent un petit peu, et on voit très bien notamment sur les smartphones, c'est je pense un des meilleurs exemples,
ça pousse à une fragmentation. Et cette fragmentation, alors, on n'est pas toujours sur une concentration qui pourrait emmener notamment vos données à l'étranger et avoir tant un effet sur vos données et leurs propriétés que sur la partie écologique un impact, mais ça apporte une fragilité, et cette fragilité, les hackers savent très bien s'en servir. Aujourd'hui, les menaces principales, effectivement, il y en a des milliers qui sont découverts depuis le début de l'année. C'est extrêmement compliqué de patcher, puisque régulièrement, quand vous avez une indisponibilité, ça peut être simplement quelqu'un qui a voulu corriger un bug, mais qui n'a pas pu prendre en compte l'ensemble de la chaîne de développement et de comprendre qu'est-ce qui allait bloquer. Et la problématique est de réussir à visualiser dans le futur, lors des achats, les équipements qui ne vont pas être arrêtés. Oui, et donc juste pour compléter, en effet, au-delà de se dire que demain, l'ensemble des services numériques qu'on va développer, et c'est ce que je souhaiterais, c'est ce que je souhaite, puisse prendre en compte l'éco-conception, c'est aussi de se dire que déjà, on puisse peut-être décorréler les mises à jour de sécurité des mises à jour des applications en tant que telles, qui apportent de nouveaux services ou des correctifs. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc ça génère potentiellement des failles de sécurité et de l'obésiciel en masse. Donc c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est très compliqué, dont on n'est pas du tout encore atterri sur cette problématique-là. Alors que, qu'en parallèle, on a de plus en plus de produits numériques connectés avec du coup autant de failles de sécurité, avec l'avènement des objets connectés qui là aussi devront d'une façon ou d'une autre avoir des micro-logiciels ou des logiciels qui leur permettent d'être protégés de malveillance. Bon, on n'en est pas encore à demain la machine à laver qui vous attaque, mais peut-être ce sera ça, le futur qui fait peur. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, là on se place souvent en tant que consommateur ou en tant que client d'outils d'informatique. Ce qu'il faut bien voir justement avec l'IoT, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des solutions numériques. Or, ce n'est pas leur métier. Et là, que ça soit cybersécurité, et je pense aussi économique responsable, en fait, hélas, on constate que les entreprises ne sont pas au rendez-vous. Enfin, elles proposent des services numériques qui sont, en matière de cybersécurité, pas assez sécurisés parce qu'elles, c'est pas leur métier et qu'elles veulent aller vite parce qu'on est dans un monde où il faut toujours plus rapidement, et qu'elles n'ont pas pris ce sujet au départ. Donc, à un moment donné, il y a une vulnérabilité qui sort où il y a un scandale, et là, elles réagissent. Mais c'est vrai que c'est dommage. Enfin, moi, en tout cas, le conseil que je pourrais donner aujourd'hui à toutes les entreprises qui veulent se lancer dans la fourniture de services numériques, donc c'est pas leur métier, faites-vous accompagner par des experts sur les sujets cyber et effectivement économique, numérique responsable. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps file. Je ne sais pas si on a un peu de temps. On a encore un peu de temps? Super. Est-ce qu'on avait prévu de faire des questions avec le public? Oui, fantastique. Avez-vous des questions à poser? Car nous avons un peu de temps, profitez-en. Merci. Pour une partie de l'après-midi, on a parlé de cybersécurité. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on n'a pas abordé la notion d'hébergement et de lieu d'hébergement des données. Alors effectivement, l'hébergement des données, il a un vrai impact. J'ai été voir il n'y a pas très longtemps encore différents hébergeurs, différents data centers. Il y a une vraie prise en compte aujourd'hui de cette problématique, avec des besoins derrière économiques, bien entendu. L'hébergement de données en France, c'est quelque chose d'important. Les data centers évoluent extrêmement rapidement. Il y a encore beaucoup de data centers qui ont d'anciennes technologies en termes de refroidissement qui sont vraiment catastrophiques. On va savoir que quand un data center, vous le refroidissez à 20 degrés,
alors que vous pourrez maintenir vos serveurs à 25-27 degrés, c'est quelque chose qui a un impact énergétique extrêmement fort. Forcément, il va y avoir un coût également en termes de conception, puisque si vous devez, à la manière des logiciels, en permanence rénover votre data center pour y intégrer de nouvelles normes, faire des couloirs d'air froid plus optimisés, mettre des panneaux solaires qui vous permettent de mieux intégrer cette énergie, à savoir que pour 1 kVA utilisé dans une baie, c'est-à-dire quand vous consommez de l'énergie, vous avez un serveur dans une baie, on va vous fournir un nombre de kVA pour votre baie. Ça va se répartir après en fonction du nombre de serveurs et de leur capacité à consommer l'énergie. Ce kVA, il est doublé puisque vous avez une alimentation redondée derrière, donc un onduleur. Il est triplé puisque vous avez la climatisation qui doit refroidir cet élément-là. Et pour l'élément de backup, il y en a un kVA de supplémentaire. Donc pour 1 kVA de réellement consommé, il y en a 4 qui sont utilisés. Est-ce que je peux donner la main à quelqu'un d'autre également? Moi j'ai juste un complément justement sur cet hébergement, on va dire moins consommateur d'énergie. Il y a une start-up sur Nantes qui est en train de concevoir un data center flottant. Je trouve que c'est pas bête comme idée. Et donc il y a des POC, des proof of concept qui vont être développés dans la région. Mais l'idée n'est pas bête, c'est de se dire j'ai utilisé l'eau qui est à disposition pour refroidir le data center de façon plus écologique. Alors, c'est vrai que globalement, la question des data centers, elle est importante, aussi bien d'un point de vue consommation d'énergie, d'un point de vue aussi consommation de ressources, de matières, parce que c'est aussi les redondances impliquent d'avoir du matériel qui est doublé. D'où aussi le besoin de mieux concevoir, d'avoir une fin de la vie de la donnée aussi à un moment donné, pas juste stocker tout ce qui est produit. On produit de plus en plus de données. J'imagine aussi que d'un point de vue cybersécurité, avoir moins de données quelque part à surveiller, de façon générale, globale et schématique, c'est aussi moins de risques. Et on revient aussi aux questions du coup d'éco-conception, y compris des services. Là, la data est au centre du sujet, c'est sûr. Donc, avoir une mise en place de gouvernance de la donnée, que ce soit d'un point de vue des rôles, des responsabilités, mais également de son utilisation, de son stockage, de sa mise en qualité est extrêmement important. Et pour rebondir sur le sujet de l'hébergement et du cloud, ça ouvre aussi un autre sujet sur la partie plutôt green, qui est la capacité extrêmement importante qu'on va avoir à rationaliser les infrastructures, donc qui peuvent être vues comme un gain, qu'on ne sait pas aujourd'hui très bien mesurer vis-à-vis des échanges interapplicatifs que ça génère et de la consommation de réseau et de l'utilisation des données qui sont faites par les grands opérateurs que l'on connaît tous. Donc aujourd'hui, c'est un débat qui agite beaucoup les experts, dont on ne connaît pas réellement la réponse, mais du coup, il y a beaucoup d'articles qui commencent à sortir sur le sujet et ça bouge vite. Les informations commencent aussi à sortir de la part des cloud providers. Donc, c'est un sujet dans 1 an, je pense, dont on aura plus de visibilité, en tout cas, je l'espère. Mais le débat est vaste également. Je complète sur la partie data center, donc le micro arrive là-bas. Depuis déjà une bonne dizaine d'années, il y a une énorme concentration sur les serveurs qui se fait, notamment sur la conteneurisation et la virtualisation qui permet de limiter l'utilisation de ressources, qui permet d'avoir cet effet. La concentration chez un seul et même opérateur forcément amène vers du green, puisqu'en fait c'est le même opérateur qui le fait. Bon, après ça amène d'autres problèmes de gestion des données. Vous avez raison tout à l'heure de parler des sauvegardes. Un service sans sauvegarde, ça peut pas durer. Suivant la criticité, c'est vraiment pas quelque chose d'utile. On va avoir aussi des clients qui vont demander une deuxième sauvegarde à l'extérieur, puis une sauvegarde à froid sur un tiers data center. Et forcément, on multiplie les sources et la consommation. Donc, chaque mail qui reste dans une boîte mail, chaque message finit par avoir un impact multiplié par ce nombre de kVA que j'expliquais tout à l'heure extrêmement fort. Bonjour, merci beaucoup pour le débat. Je voulais savoir, vous avez
un petit peu commencé à en parler. Moi, je voulais avoir votre avis sur la manière de concevoir des services pour les protéger et pour les faire en sorte qu'ils soient moins impactants. Par exemple, la modularité. Est-ce que c'est plus facile ou pas de protéger plein de petits services qu'un gros? Et votre avis aussi sur l'open source, parce qu'en fait, on a l'impression de partager les patchs, on partage en tous les cas les failles. Est-ce que si on partageait plus, ça nous protégerait plus ou pas? Voilà, je veux savoir votre avis sur l'architecture, la modularité et l'open source. Merci pour cette question, le monsieur masqué dont j'ai reconnu la voix grâce à son accent, Vincent Courboulet de l'INR. Alors, je vais répondre sur l'open source. On en parlait d'ailleurs justement entre nous avant. L'avantage de l'open source, souvent, c'est que c'est moins utilisé. Si c'est moins utilisé, ça intéresse moins les hackers. Donc, je ne dis pas par défaut, mais intrinsèquement, c'est une cible moins importante. Donc, il y aura moins d'énergie fournie par les hackers pour pirater ce type de techno. Le problème, c'est que si tout le monde commence à utiliser beaucoup d'open source ou une technologie ou un outil open source, eh bien, à un moment donné, ça va intéresser les hackers. Après, ce qui est important dans tout ce qui est open source, c'est la durée de vie du projet. C'est vrai il faut s'assurer avant de se lancer dans cette technologie, enfin dans une application open source, bien s'assurer qu'il y a bien une bonne communauté derrière, réactive et qui va suivre le projet pendant des années. Si c'est un bout de code, enfin une application qui est très très vieille, on a vu par exemple des attaquants reprendre du code open source parce qu'il était vieux, mal protégé, mais il était quand même assez utilisé et finalement se faire passer pour l'auteur ou par un éditeur et mettre des portes dérobées. Donc attention, il ne faut pas se lancer comme ça dans l'open source. Et tout ce qui est modularité, architecture, ça dépend un petit peu alors là, j'ai pas de réponse toute faite. Ça peut être intéressant effectivement d'avoir beaucoup de modules, avoir vraiment segmenté pas mal ces développements, si derrière on a une très bonne gestion de ces développements et qu'on a une identification de tout ce qui est utilisé dans les différents modules. Après, c'est plus simple. Alors, en termes de gestion, c'est plus compliqué parce que ça demande plus d'énergie, mais en termes de mise à jour, ça peut être plus intéressant. Mais c'est une manière générale de voir la chose. Merci. Voilà, on m'a fait signe que malheureusement le temps est écoulé, les bonnes choses ont une fin. Donc, en quelques mots, en tout cas de conclusion, il est clair que si, comme ça, de but en blanc, ces termes numérique responsable et cybersécurité n'étaient pas évidents à traiter, en réalité, c'est des sujets qui convergent. Comme globalement tous les sujets autour des bonnes pratiques dans le numérique doivent converger effectivement pour aboutir à un numérique qui soit globalement plus responsable et de pouvoir aboutir aussi à une forme de sobriété numérique. En tout cas, c'est notre objectif à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde.